nous avons le commissaire supérieur principal, Mwanamputu, qui est le porte-parole de la police nationale. Je veux, comme les bilans, chacun pour le corps qui le concerne. Pour l'armée, nous commencerons bien évidemment par le général Kassonga, puis ce sera la police, puis nous vous donnerons la parole pour que nous puissions vous apporter des questions d'éclaircissement. Je l'ai dit, je le répète aujourd'hui, nous travaillons à l'idée d'organiser un voyage de presse sur les champs, les terrains opérationnels, parce que lorsque nous parlons de ces choses, les gens n'ont peut-être pas la visualisation. Nous discutons des conditions sécuritaires, nous verrons évidemment si cela pourrait être discuté avec nos partenaires de la MONUSCO au point logistique. Nous prendrons certains d'entre vous pour faire ces déplacements, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effectivité des opérations militaires. Vous avez à droite quelques chiffres de septembre à mi-octobre. Nous pourrons avoir l'occasion de le commenter. Et puis là, vous avez, depuis le déclenchement de l'état de siège, les grandes zones d'agglomération qui ont été pacifiées et les axes routiers qui ont été réouverts. Vous avez entendu parler récemment en Ituri des embuscades et tout le reste, mais cela a été principalement dû à des bourbiers qu'il y a sur la route. Et donc, l'état de siège, quand il se déploie, la brigade de l'armée et les génies civils se déploient aussi pour ouvrir les routes. Mon général, je vous donne la parole pour vos mots introductifs. Merci. Bien, chers consoeurs, chers confrères, bonjour, bonsoir. Ça fait plusieurs jours, peut-être 2 mois que nous n'avons pas été devant vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons rien à cacher, nous avons plutôt l'obligation de redevabilité. Et dans ce cas de redevabilité, nous devons vous dire ce que nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons et à quels résultats nous avons abouti. Avant d'en arriver là, je voudrais, et je vais partager avec vous ceci, c'est des photos qui seront mises à votre disposition. Vous avez un Jordanien, on vous le disait dès le départ que nous avons des gens, nous sommes envahis dans notre territoire, au niveau de Beni, à l'est spécialement, dans la forêt des Madina et autour, quand nous avons tapé et nettoyé tous les sanctuaires, les gens sont allés dans tous les sens et nous avons arrêté le Jordanien qui est en bas, vous avez son nom. Cet homme est venu dans notre pays pour enseigner les terroristes congolais et d'autres comment manipuler les drones, comment fabriquer des bombes artisanales. Au milieu, vous avez une femme qui a un bébé, cette femme a été arrêtée il y a près de 4-5 jours. Elle revenait de l'Ouganda. Elle a un nom, Madame Namoli Nangida. C'est l'épouse d'un homme qu'on appelle Amigo. C'est le chef d'état-major des opérations de l'ADF MTM. Cette dame-là, elle a un bébé, mais quand il s'agit de découper, égorger les Congolais, elle n'a de femmes ou de sentiments maternelle que le bébé qu'elle porte. Pour le reste, c'est le crime parfait, elle adore le crime, le sang humain. Vous avez au-dessus leur fils aîné, le fils aîné de cette dame, avec Amigo, le patron des opérations de l'ADF. Vous avez également une autre dame qui s'appelle Kavira, Kavuko. Celle-là, elle a été arrêtée il y a 8 jours avec le monsieur en blanc. Cet homme-là, c'est son garde du corps, mais qu'elle faisait passer pour son fils ou son mari. En réalité, c'est une femme qui fait les achats, ravitaille les ADF MTM, elle est passée aux aveux. Elle détenait sur elle 5 cartes d'électeurs et 2 cartes d'identité de l'Ouganda. Donc, et chaque carte, sur chaque carte, elle avait un nom bien précis. Vous comprenez, quand notre journal éco-militaire, le magazine mensuel qui va sortir, vous verrez à la une de ce journal, dans l'une des pages, nous avons arrêté ces personnes et donc nous sommes allés frapper le cœur de l'ADF, le cœur
du terrorisme transfrontalier qui est en train d'écumer la paix à l'est de notre pays. Excellence, vous m'avez permis de prendre la parole. Je voudrais ne pas abuser de votre temps et vous dire, depuis le déclenchement des opérations jusqu'à ces jours, nous n'avons pas de résistance sur le terrain. Je pèse mes mots en tant que militaire, stratège. Nous n'avons pas de résistance sur le terrain. Pour quelle raison? Nous n'avons pas un front physique fixe. L'ennemi n'a pas la capacité de résister à votre armée, ni en personnel, ni en logistique. Il n'a pas cette capacité, l'ennemi. Mais il a plutôt la possibilité de se mouvoir très rapidement, d'éviter le choc avec l'armée, parce que s'il est physiquement établi à un endroit et qu'on le colle à cet endroit-là, on le suit, comme on dit à l'armée, on le fixe sur un terrain bien déterminé. Au bout de 2 jours, on ne parlera plus de l'ADF, on ne parlera plus de Codeco, on ne parlera plus de terrorisme là-bas. Mais il est tellement mobile, tellement en mouvement avec, parfois même en utilisant notre population pour se cacher dedans, qu'il est difficile de l'immobiliser, le fixer et le détruire. Je sais que la plupart des gens disent, vous venez nous présenter les bilans tels que c'est écrit, les tableaux qui sont là, on a arrêté, on a capturé, on a neutralisé. Neutraliser, ça signifie pour nos militaires, les termes à la mode, un terme bien propre pour vous dire, nous avons mis fin à la vie de ces voyous. Et nous disons neutraliser de manière définitive. Mais ceux qu'on a capturés, ceux qu'on a arrêtés et ceux qui se sont rendus parce qu'ils ne pouvaient pas résister à notre capacité opérationnelle, à notre force de frappe, ils se rendent en dévoilant un certain nombre de choses. Alors, vous nous dites pourquoi vous nous présentez des tableaux pareils, mais dans l'entretemps, il y a multiplicité d'assassinats, de tueries. Et nous vous disons, et le ministre a donné un élément de réponse, il vous a dit, ces gens choisissent bien des endroits sur nos routes, là où il y a des bourbiers. S'ils ne les créent pas, ces bourbiers-là, comme coupeurs de route, mais ils choisissent ces endroits où nos routes ne sont pas assez praticables. Et là, ils viennent s'installer, et ils installent un campement près de là. Et quand le véhicule ralentisse, même s'ils sont convoyés, pour sortir de là, ils sortent de la brousse, ils tirent dans le moteur. Quand le moteur du véhicule prend feu, ils attaquent le véhicule, ils attaquent les passagers, ils attaquent la marchandise, ils cherchent la nourriture, parce qu'ils n'en ont pas là où ils sont. Ils cherchent les médicaments pour aller soigner tous les autres criminels, les voyous qu'ils ont emmenés dans la forêt, et pour lesquels ils doivent avoir absolument des médicaments pour la vie, pour sauver leur vie, mais également, ils doivent se faire remarquer, ils doivent se signaler, dire qu'ils sont actifs et capables de nuisances, et donc montrer leur nocivité. Nous avons donc cette obligation de vous dire que dans les opérations Sokola 1 Grand Nord, au plan humain, 224 voyous ont été neutralisés. 23 plutôt leaders ont été capturés, et parmi les plus célèbres, souvenez-vous, Djamil Moukoulou, le patron de l'ADF, a été arrêté et il est aujourd'hui en prison dans son pays, en Ouganda. Mais avant de le voir arriver en Ouganda, il était chez nous, patron à Madina. Nous avons mené à la guerre en 2014, 2016 et 2018. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas nous résister. En fuyant, en traversant la frontière, il avait été arrêté en Tanzanie. Et de là, la Tanzanie l'a extradé vers son pays d'origine, l'Ouganda, où il est en prison, il est jugé. Mais voici la liste de ceux qui ont été arrêtés par nous. D'autres sont ici à Kinshasa, d'autres sont à Beni ou à Goma, en train de venir ici. Terroristes reconnus. Il y a un monsieur qui s'appelait Mouzé Wakazi. C'est un gars qui avait la particularité d'adorer le sang humain comme breuvage matinal. Il y a un monsieur qui s'appelle Ibrahim. Il y a une dame qui s'appelait Mama Sarah. C'est elle qui recrutait dans toute l'Afrique centrale, y compris à l'Afrique de l'Est. Une dame, vous la voyez, vous dites, c'est pratiquement presque
une dame au grand cœur, serviable, qui avait la capacité ou la possibilité d'aider les familles, ainsi de suite. Mais en réalité, c'était l'APA. Monsieur Kasereka Katsira, Monsieur Kasereka Kambale, Monsieur Kavuko Sifa, Lukweba Luafwanza, Osama Ben Balouda, Touara Fazili John, Sahara Aminata, Masisika Riziki, Maisha Balume Mada Adoua, Hussein Adam, Habonimana Asumani, Nimpeshako Fatuma, une dame, Tobias Agustino, une Tanzanienne, Ames Joseph, une Tanzanienne, Maisha Balume Aboua, Bizimana Snake, Lukwebanza Luafanza, Senga Khalil, Jean-Michel Mapenzi et Sifa Kali. Ces personnes, et d'autres encore, je ne peux pas citer leur nom, tout simplement parce que c'est des informateurs, mais surtout des gens que nous avons déjà identifiés, localisés et neutralisés, sont en exploitation en ce moment au niveau des services compétents des forces armées, en train de nous donner la cartographie, mais également nous dire quelles sont les actions futures que ces gens entreprennent en compagnie de leurs forces supplétives locales, différents groupes Maï que vous connaissez, à gauche, à droite, mais également des gens venus d'ailleurs, notamment de Mozambique, notamment de la Libye, notamment du Pakistan, notamment de l'Inde et d'autres pays encore autour de nous. Ces pays-là, les gens, pas envoyés par ces pays-là, mais des individus en leur nom, mais des nationalités de ces pays-là, qui sont venus renforcer le groupe chez nous. Au plan matériel, en disant qu'à ce niveau-là, au plan humain, nous avons interpellé 232 collaborateurs dans le Grand Nord béni. Et au plan matériel, 62 armes, 6 véhicules, 16 motos saisis. Au plan opérationnel, comme nous le disons tous les temps, des tableaux sont là, nous contrôlons et nous occupons tous les sanctuaires les plus importants de l'ADF, comme Moualika. Moualika est connu parce qu'il y avait 38 000 cultivateurs qui avaient été chassés par l'ADF, occupés pendant tout le temps. Toute la production de l'époque, ces voyous-là faisaient payer à leurs propriétaires pour venir exploiter, et en vendant, ils donnaient un pourcentage à ces criminels pour pérenniser leur mouvement, trouver la nourriture, mais également s'approvisionner en armes et munitions. Localité de Kiondo, dans la chefferie Bachou, Loselose, Mandumbi, Kalaou, Mayangose, là aussi il y avait 36 000 cultivateurs, Mwenda, dans le secteur de Rwenzori, Mapobu, Alungupa, Mamove Lae, un site de transformation, mais également de radicalisation de jeunes. Madina, tout le monde connaît ce qui s'est passé à Madina. Heureusement, nous y avons été. Nous avons trouvé... On va aller à Madina. Voilà. Rassurez-vous, Madina, pour y arriver, vous allons faire 4h30 de montée, 4h30 de descente. Il faudrait avoir suffisamment de l'énergie. Mais c'est alléchant, il faut y aller. Vous allez comprendre pourquoi il était nécessaire que les bunkers qui étaient là, quand on bombardait au-dessus, que les bombes n'entraient pas dedans, ces gens résistaient. Mais quand nous sommes allés découvrir les bunkers, on s'est mis à taper à l'entrée des bunkers. Et ils sont sortis un peu comme l'ennemi qui avait envahi Kinshasa à l'époque, en 2018 et comment en 2008. Et vous avez vu comment il avait été traité quand on avait nettoyé l'église, la petite église International Church à côté de l'aéroport d'Njili. J'ai été de ce combat, je sais de quoi je parle. Donc Madina, Talia, la zone de Semliki, Kidi-Diwe, Kasinga, Totolito 1, 2, 3, ainsi de suite. Au plan économique, vous le savez, nous avons, grâce au génie militaire, grâce à la présence, à l'action menée par le gouvernement, aux possibilités logistiques, intellectuelles, humaines et matérielles données par le gouvernement,
nous avons pu rouvrir l'axe routier Mbao-Kamango-Nobili. Nobili, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Ça faisait 20 ans que les Congolais habitant Nobili ne pouvaient ni venir à Béni, ni sortir de Béni pour aller ailleurs, sortir de chez eux pour aller ailleurs, sauf peut-être aller en Ouganda, mais ils étaient presque des esclaves au service de l'ADF. En général, on va juste un résumé, comme ça on va passer la parole. Le résumé, c'est que nous avons travaillé conformément au plan d'action qui a été élaboré, à la planification qui a été élaborée. Nous avons fait beaucoup de choses, mais quand nous regardons les médias, tels que les médias parlent aujourd'hui et posent des questions, c'est comme si, en termes d'état de siège, il n'y a pas de progrès. Il y a beaucoup de progrès, mais le mal était tellement profond, Excellence, le mal était tellement profond que ce que nous faisons, nous sortons du lot. Et nos populations dans les grandes agglomérations sont totalement protégées. Et je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois. La plupart des gens dont vous entendez parler, qu'ils ont été tués ou massacrés, ne l'ont pas été dans leur maison, dans les secteurs protégés, mais ont peut-être quitté leur maison pour aller dans leur champ et récupérer la production en dehors des zones sécurisées, contrairement aux consignes qui leur ont été données, de ne pas aller au-delà d'autant et de ne pas entrer dans les parcs à ce moment-là. Malheureusement, ils ne sont plus jamais revenus. De deux, et je termine par là, ce qui se passe aujourd'hui, je le dis en âme et conscience parce que j'ai fait 28 ans dans la forêt, dans les opérations. En une année, 365 jours, je passe peut-être 32 jours à Kinshasa, en famille. Le reste, je suis dans la forêt, en train de suivre ce qui se passe. Je vous dis très honnêtement que ce que vous vivez aujourd'hui, ce sont les derniers soubresauts d'un ennemi aux abois en train de fuir parce qu'il est incapable de se fixer et de nous affronter. Alors dans sa fuite-là, tout ce qu'il croise, tout ce qu'il trouve, il tue, il pille, il s'en va parce qu'il est convaincu qu'en nous affrontant, il sera neutralisé de manière définitive. Voilà, Excellence. Voilà, la symétrie de cette guerre, c'est justement ne plus avoir des bastions ou des sanctuaires où vous allez, vous savez qu'ils sont là, comme c'était le cas à Madina, comme c'était le cas dans la vallée des Semliki. Ils ont été délogés et ils s'en prennent à la population. Et comme c'est du terrorisme, les terroristes peuvent surgir à tout moment, et pas ici, heureusement, peut surgir à tout moment. Et lorsqu'il surgit, il crée la panique et la désolation. Je veux passer la parole au commissaire supérieur principal. Je crois qu'il est bon de rappeler que l'armée et la police ont des rôles complémentaires. Lorsque l'armée intervient, elle intervient contre ceux qui s'en prennent à l'intégrité du territoire national. La police vient, l'armée lorsqu'elle finit son opération, la police vient sécuriser, s'assurer que l'autorité de l'État est rétablie et s'affairer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Monsieur le commissaire supérieur principal, vous avez la parole. Merci, Excellence. Comme vous venez de le dire, les unités des FARDC qui sont en profondeur en première ligne ont reçu mission de traquer et de neutraliser l'ennemi. Dès qu'ils auraient délogé l'ennemi, il y a la deuxième ceinture qui arrive. C'est celle que nous appelons des unités mixtes périurbaines qui sont composées de forces de défense, des groupes mobiles d'intervention ainsi que de la Légion nationale d'intervention. Toutes ces forces mixtes déployées dans la périphérie des agglomérations ont pour mission de consolider la paix et de restaurer l'autorité de l'État. Et dès qu'ils auront sécurisé les périphéries des agglomérations, c'est alors que les unités territoriales viennent pour assurer les missions traditionnelles qui sont, n'est-ce pas, le contrôle des polices, les bouclages ciblés, les patrouilles mixtes, pédestres et motorisées, les tournées ainsi que les interpellations administratives. Et en ces instants précis, nous voudrions vous donner un petit bilan à mi-parcours qui va du 5 mai
au 25 et nous ne manquerons pas de faire un petit monitoring du 20 au 22. Pour la province de l'Ituri, pour la période que je venais de vous donner, nous avons saisi 40 armes de guerre récupérées dans le cadre de traques de criminels et des opérations de bouclage ciblé, dont 35 à Bunia et 5 à Bogoro, dans le territoire du Roumont. Et nous avons transféré auprès devant les juridictions compétentes 70 criminels qui ont été interpellés. Pas plus tard que le 22 septembre 2021, toujours dans la ville de Bunia, vous avez suivi avec moi comment le service de sécurité et civil comme militaire ont mis la main sur notre compatriote qui a pratiquement aussi plusieurs nationalités, John Tibasima Baemuka, qui à l'époque était aussi un des responsables des mouvements insurrectionnels qui ont endeuillé le pays de 1998 à 2003, mais il a été appréhendé pratiquement le 29 septembre dernier. Il a été accusé d'avoir planifié la coalition de groupes armés de l'Ituri, et c'est pour endeuiller la province et saper les efforts des forces armées. Et lorsqu'il a été interpellé, vous avez appris avec moi qu'il a essayé de soudoyer, n'est-ce pas, les forces de l'ordre comme les forces de sécurité avec un montant de 3 000 $. Vous nous dit simplement que les efforts sont en train d'être faits pour pacifier l'intérieur. Et donc, soyez assurés que de ce côté-là, nous n'allons pas dormir sur nos oreilles. Lorsque nous quittons la province de l'Ituri, nous arrivons à la province du Nord Kivu, où nous avons, dans la période que je vous estimais, là, du 5 mai au 25 septembre, nous avons récupéré 66 armes de guerre dans les opérations de traque des criminels ainsi que des opérations de bouclage ciblé, dont 5 à Ocha, 8 à Beni, ville, 50 à Goma, 2 à Massissi et une arme à Kichanga. Ces opérations de bouclage ont été menées dans 8 à Goma, 5 à Beni, 2 à Butembo et une opération à Massissi. 41 criminels ont été appréhendés et déférés devant les juridictions compétentes, respectivement 10 à Nyangogo, 20 à Goma, 1 criminel à Beni, 6 à Kichanga, 2 à Walikale et 2 à Butembo. 968 interpellations administratives ont été faites, et dont 947 à Goma et 21 à Beni. S'agissant, n'est-ce pas, du monitoring du 20 à ce jour, vous vous souviendrez que l'ordre public a été perturbé en date du 18 octobre 2021. Nous avons eu une incursion de 2 sections des militaires de l'armée rwandaise qui sont entrés dans notre territoire à partir de Kibumba et poursuivant, semblerait-il, les compatriotes qui étaient détenteurs des engrais chimiques. En termes de bilan, il a été saisi une arme AK-56 avec 22 munitions de l'armée rwandaise par les FARDC. De l'autre côté, ils ont importé une arme AK-47 au poste de FARDC par les militaires rwandais. Et bien entendu, de lors de leur retour chez eux, ils ont commis des actes de pillage. Et il y a eu un déplacement massif de la population. Et après le départ, ils sont rentrés. Voilà. Et pour l'instant, je crois qu'en territoire de Beni, non de Niragongo, le 21 octobre 2021, il a été fait état de la résistance hostile avec armes à feu par les miliciens de M. Sikutu Modei Kifende lors de son arrestation, qui s'était autoproclamé comme chef de groupement de Moningi. Les premiers jours, les jeudis, il a résisté avec ses miliciens. Le deuxième jour, nous avons reçu des renforts de l'armée. On a signalé le trépas de M. Sikutu Modei et 10 miliciens ont été appréhendés. Voilà pour l'instant, Excellence, ce qui a été fait du bilan mi-parcours.
Merci, monsieur le commissaire supérieur principal. Vous voyez tous que nous sommes dans un travail de redevabilité et de transparence par rapport à ces opérations sur l'état de siège. Je voudrais, avant de vous donner la parole, rappeler que l'état de siège est une mesure exceptionnelle qui a été prise parce que guidée par un conflit récurrent. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il y a des morts à l'Est. On a essayé toutes les solutions, mais on n'a pas encore essayé celle-là. Lorsque l'état de siège arrive, elle pose ou elle trouve en même temps les défis qui sont liés à l'existence même de l'État. Ne nous voilons pas les yeux, nous savons dans quel état se trouve notre pays depuis une dizaine d'années et qu'aujourd'hui l'état de siège vient apporter une thérapie de choc pour l'aspect sécurité. Parce que nous pensons que c'est la sécurité qui est l'élément qui tient tous les autres éléments en l'État. Si nous réussissons à rétablir la sécurité, nous serons en mesure de nous attaquer aux autres questions qui deviennent subsidiaires en ce moment-là parce que c'est la sécurité qui garantit par exemple la vie et qui empêche aux gens de se sentir menacés tout en vivant chez eux. Et très souvent nous entendons dire, nous voyons certains s'hasarder à faire des bilans, à dire bon, depuis l'état de siège il y a eu autant de morts, autant de morts. Nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait fin aux massacres et aux assassinats parce que c'est une situation qui perdure. L'état de siège vient plutôt être la réponse. C'est le début de la fin de tous ces massacres-là. Parce qu'il y a une prise en main véritable de la question. Vous voyez que régulièrement, tous les 15 jours, le Conseil des ministres s'est réuni, nous discutons de la prorogation. Vous avez vu que l'Assemblée, 15 jours, alors on nous dit le président de la République dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, mais vous voyez que en termes de transparence, les députés nous avaient refusé la loi d'habilitation qui nous aurait permis d'avoir 3-4 mois de répit. Parce que c'est un exercice permanent qui est toujours laborieux de retourner au Parlement. Et donc vous voyez qu'ici, votre gouvernement est déterminé, à travers ces décisions, de régler définitivement cette question et aller sur d'autres volets de la question. Dans un prochain briefing, nous inviterons le coordonnateur du programme national des DDRCS, parce que c'est l'autre composante essentielle de ces processus. Nous avons deux types de menaces. Nous avons de groupes armés étrangers, les FDLR, les ADF, pour qui il faut une stratégie X, et nous avons de groupes armés locaux, ils sont une centaine. Ils le sont pour plusieurs raisons, pour des conflits fonciers, des conflits miniers, des conflits tribaux. Ce sont nos enfants qui se sont égarés. Nous ne pouvons pas appliquer la même méthode devant nos enfants et devant les terroristes. C'est pour ça qu'il y a cette composante DDRCS qui s'occupera de la démobilisation, du désarmement, de la réinsertion communautaire et sociale. Parce qu'il est hors des questions que ceux qui sortiront de ces groupes armés puissent être réversés dans l'armée. Non. Vous quittez les groupes armés, vous retournez dans la vie civile et on voit comment vous y insérez dans la durée. Alors, on va ouvrir les balles des questions pour commencer cet exercice. On va commencer par Clément Mwamba et puis ce sera Madame Pamela Amunazo et puis nous prendrons évidemment les habitués Richard Chako et puis Rita Bitota. Il y a beaucoup de questions. Hein. On va essayer de faire un effort s'il vous plaît, posant une question, soyons concis pour permettre aux autres d'interagir aussi. Monsieur Clément Mwamba, vous avez la parole. Merci Monsieur le ministre pour la parole. Ma préoccupation c'est de savoir concrètement quand est-ce que le programme des DRC sera mis en application. Parce que depuis la nomination de Monsieur Tomi, nous avons comme l'impression qu'il est plus dans des bureaux en lieu et place d'être sur terrain. Quand est-ce que le programme sera réellement mis en application? La question vous est adressée. Le programme est déjà, je crois qu'il y a eu la première réunion du comité des pilotages qui a siégé il y a 2-3 semaines autour du président de la République et les 11 ministres sectoriels concernés. La semaine qui s'est achevée, le coordonnateur Tomi Tambwe et son équipe s'est rendu dans les provinces sous état de siège pour une première visite. Il est revenu avec des propositions. Je crois que cette semaine, il va faire rapport au Premier ministre parce qu'il y a des besoins logistiques qui doivent suivre. Je crois que le travail a déjà commencé, mais maintenant, ils sont à l'étape de
de préparation des désignations des coordonnateurs provinciaux, de la mise en place des équipes sur terrain pour commencer le travail effectif. C'est pour ça que je pense que le moment venu, dès que le programme atteindra une certaine maturité, nous les ferons venir ici pour qu'ils vous expliquent quelle est la stratégie globale, quelle est la stratégie d'approche qui permettra de prendre ces enfants qui sont dans les groupes armés et les réinsérer dans la vie sociale. Voilà, prochaine question, je disais Pamela Amunazo. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au porte-parole de l'armée. C'est par rapport à l'invasion récente de l'armée, enfin des rebelles rwandais en RDC. Et la question se pose au niveau de la sécurité des frontières. C'est dans une zone en plein état de siège, mais il y a des rebelles rwandais qui entrent dans le pays et qui ressortent. La question se pose, est-ce que les frontières sont suffisamment sécurisées ou est-ce que l'état de siège ne couvre pas toute cette partie-là? Vous avez la parole, mon général. Merci. La petite rectification, c'est qu'il ne s'agissait pas des rebelles rwandais. C'est l'armée. Ouais, voilà. Merci. Allez-y, mon général, je vous compléterai. Merci, Excellence. J'attendais cette permission. Je vous en Je suis prie. militaire. Oui, chez nous, on agit quand on a reçu l'ordre, sinon on se tait. Madame, vous avez raison de poser la question. Il est vrai que nous n'avons pas des militaires pour mettre sur chaque centimètre ou périmètre, sur chaque mètre de notre territoire. Mais le système de défense de notre pays est organisé de manière telle que nous surveillons tout et nous nous assurons que tout marche normalement à tous les niveaux. Nous sommes à la frontière, nous assurons la sécurité de notre territoire, la protection de notre territoire sur des positions fixes. Et entre une position et une autre, il y a toujours un mécanisme d'alerte, notamment la participation de notre population, notamment également la surveillance par des services compétents, l'armée, la police, l'ANR, la DGM, et ainsi de suite. Ils ont été arrêtés, les deux militaires. Ils ont été arrêtés par nos hommes. C'est dire que la surveillance était à la hauteur de l'événement. Ils ont été arrêtés. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que ceux qui étaient restés là-bas, qui ont été alertés, sont venus pour tenter de les libérer. Mais ils ont trouvé la réplique appropriée. Et aujourd'hui, les mécanismes de vérification conjoints qui a été mis en place dans le cadre de la CIRGL a été activé pour pouvoir donner une réponse à cette violation du territoire national par des gens qui n'avaient ni compétences ni qualité. Rassurez-vous, nous faisons notre devoir, nous le faisons bien. J'ajoute que nous ne pourrons pas mettre un militaire chez chaque mètre, mais nous avons l'obligation de vous protéger où que vous soyez, parce que vous nous payez pour cela. Et donc, ces gens ont fait leur travail. En complément à ce que le général a dit, je crois que, malheureusement, je n'ai pas les statistiques devant moi, nous avons des milliers de kilomètres de frontières avec nos 9 pays voisins. Et que régulièrement, vous avez entendu parler de Muliro. Je crois que c'est dans le Tanganyika ou dans le Katanga, à la frontière avec la Zambie. Nous avons des problèmes de tracés des frontières avec la plupart de nos pays voisins. Mais aujourd'hui, les limites de la République démocratique du Congo sont connues. Nous avions les débats avec les Angolais, les Zambiens, et il y a des mécanismes qui existent, qui permettent, d'ailleurs depuis l'époque coloniale, de gérer ces types de questions. Et donc, lorsque il y a eu cet incident qui a été déploré, ce n'était pas quelque chose qui était pensé pour dire nous allons. La preuve, nous en avons parlé hier au Conseil des ministres, et il y a des mesures qui ont été prises contre ceux qui ont traversé ici, nous l'avions annoncé hier. Il faut considérer qu'ici, la République démocratique du Congo est un pays qui veut vivre en paix. Mais vouloir vivre en paix ne veut pas dire tolérer ce qui n'est pas tolérable. Et donc, il y a des mesures qui sont prises régulièrement, tout au plan diplomatique, au plan militaire, pour nous assurer justement que les frontières de la République démocratique du Congo restent inviolables et respectées de tous. Prochaine question, Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. L'état de siège n'a pas encore produit le résultat attendu.
C'est vrai, vous avez le général Kassonga donné le bilan, mais je n'ai pas entendu les bilans sur le plan de tuerie dans les chefs de la population civile. Je ne sais pas si vous ne disposez pas de chiffres exacts ou peut-être vous minimisez les dégâts. Mais selon le groupe d'experts de baromètre sécuritaire du Kivu, ce groupe d'experts a recensé 944 civils tués en l'espace de 5 mois. Alors, il y a des voix qui s'élèvent pour plaider en faveur de la requalification de l'état de siège. Je ne sais pas quel est votre avis, parce qu'on parle de, par exemple, que les interventions militaires se limitent dans les zones menacées. Par exemple, pour les territoires de l'Ituri, on parle d'Irumu, et dans le nord, au nord Kivu, on parle de Béni. On parle aussi de la démilitarisation de la gouvernance, c'est-à-dire que les civils puissent s'occuper des questions politiques, de développement, et que l'armée ne puisse que s'occuper des opérations militaires, et aussi la purge aussi de l'armée. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça, mon général. Vous dites beaucoup de choses en même temps. Le général vous me complétera, mais tout de suite je dois vous dire, lorsqu'on parle de la réqualification de l'état de siège, est-ce qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi on a fait l'état de siège? Est-ce que les raisons pour lesquelles l'état de siège a été proclamé n'existent plus? Les raisons y sont. Alors aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voile les yeux. L'état de siège arrive à quel moment? La Constitution dit lorsqu'une partie de l'intégrité du territoire est menacée. Si le président de la République a résolu de désigner les militaires et les policiers pour gouverner ces provinces, ça veut dire qu'il y avait une forme de, je ne dirais pas, la gouvernance en ce moment-là n'était pas adaptée à la nature de la menace. L'état de siège en lui-même, lorsque vous les mettez en place, vous les déployez, vous venez régler un problème qui dure depuis 20 ans. Alors, lorsque les gens disent qu'il n'y a pas de bilan de l'état de siège, mais est-ce que vous savez la dissuasion que l'état de siège apporte dans les chefs de ceux qui attaquent? Est-ce que vous savez que lorsqu'il y avait de la complaisance par rapport, par exemple, dans certains services aux frontières de ceci, c'est là qu'on a amené des militaires. Il y avait des réseaux qui opéraient. Aujourd'hui, ces réseaux ne peuvent plus opérer du fait de l'existence de l'état de siège qui a coupé la tête à plusieurs initiatives, parce que nous sommes dans une guerre asymétrique qui dure depuis 20 ans, où les EDF savent s'effondrer dans la population, ils commercent, ils se marient. Et donc, vous voyez que c'est une question qui est complexe. Mais ceci dit, nous avons des points à partir duquel nous apprécions l'évolution de l'état de siège. Lorsque l'état de siège a commencé, il y avait des inquiétudes. On disait restriction des libertés. Est-ce que les libertés ont été restreintes? Beaucoup d'entre nous se sont déjà rendus à Bunia et en Nord Kivu. Vous n'avez même pas l'impression, en y étant, que vous êtes dans une province sous état de siège. Parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. N'oubliez pas qu'il existe des zones opérationnelles dans cette partie du pays. Et des menaces qui sont connues. Mais lorsqu'on amène l'état de siège, ça donne une plus grande attention et l'administration change en ce moment-là des dirigeants. Il y a des gouverneurs, des administrateurs des territoires policiers qui ont été nommés, qui ont été désignés militaires, qui s'occupent de la gestion des différents territoires et qui se déploient. Mais donc, les résultats ne peuvent pas tomber comme en un claquement de doigts. Alors, vous parlez de civils, mais nous sommes préoccupés. Lorsque des civils meurent, mais les militaires meurent, les généraux et à ma gauche, c'est difficile de parler des militaires qui décèdent. Mais vous avez vu que le Premier ministre, quand nous nous sommes rendus à Béni-Bunia, a été au chevet de militaires. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de ces jeunes gens qui, pour la plupart, venaient de l'Équateur, dans ce que nous avons vu à Bunia. Nous avons été à Béni, où nous avons vu des jeunes dames, des femmes pleurer. Retournez-nous d'où nous sommes venus, au chevet de leurs maris, qui ne sont pas originaires du secteur. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a un esprit de sacrifice dans les chefs de nos militaires qui doit être particulièrement apprécié. C'est pour ça que nous parlons de Bendele Kouyaté. Mais pour ce qui concerne les civils, c'est justement pour ça qu'on a fait l'état de siège. Parce que ces civils, quand ils meurent, qui les tue? Est-ce que c'est l'armée qui va tuer sa propre population? Mais ce sont ceux-là, ces groupes armés, qui n'ont plus d'autre ressort
que de s'en prendre à la population. Parce qu'ils savent que lorsque vous tuez la population, vous faites la publicité de ça, il y aura un sentiment de terreur et de rejet, parce que les gens ont tout de suite l'impression que s'il n'y avait pas l'état de siège, on tuerait. Ben, il n'y avait pas l'état de siège, ils tuaient déjà. Mais ceci n'ébranle en rien notre détermination d'en finir. Mon général. Oui, Excellence. Richard était un combattant de la liberté. Il a été avec nous sur beaucoup de théâtres ici à Kinshasa et à l'intérieur depuis des années. Il sait très bien que dans le mouvement, dans les groupes armés, il y a un cahier de charges. Et s'il n'existe pas un cahier de charges, tout est aléatoire. Quel est le cahier de charges des groupes armés à l'est du pays? Moi, je pense qu'un groupe armé, s'il est politico-militaire, il doit disposer d'un cahier de charges et donc d'une feuille de route, soit pour conquérir le pouvoir et l'exercer, soit pour autre chose, ou alors satisfaire les intérêts de la population au sein de laquelle il évolue. Actuellement, les différents groupes armés qui sont localement en train d'opérer là-bas contre nos populations, ils réclament quoi? Posons-nous la question et trouvons une réponse courageuse. La terreur. Contre qui? La plupart de ce groupe-là ne comportent dans leur rang que des autochtones de là-bas. Nés à Béni, grandis à Béni, peut-être mourra à Béni. Ou né à Bounia et mourra à Bounia. Il évolue. Excusez-moi, il y a des dames, je vais vous donner un exemple d'une histoire qui s'est passée à Lukweti il y a 5 ans. J'en avais parlé l'autre fois ici. Un monsieur s'est permis de prendre son père, de lui couper les organes génitaux et d'apporter à sa maman pour lui dire « Voici ce qui fait le bonheur de votre couple. » Un fils, il l'a fait. Quelle est l'action, l'importance, l'événement qu'il voulait créer en posant ces crimes-là dans sa famille? Il y avait 248 viols à Lukweti. Le fameux groupe NDC a commis ces actes-là, là-bas. Mais tous natifs de là-bas. Ils ont fait cela sur leur mère, leurs soeurs, leurs enfants, leurs filles. Quel était l'objectif? Alors quand vous dites les experts parlent des civils tués, apparemment ces experts sous-entendent que les civils ont été tués par le militaire ou du fait de militaires. Mais vous êtes ensemble avec nous. L'état de siège, 3 mai, les décrets, l'ordonnance présidentielle, 6 mai la désignation des animateurs. Et depuis, on est là. Est-ce que quelque part, vous avez enregistré un seul cas, un seul, des dégâts collatéraux causés par les militaires? On peut faire des statistiques. Pas un seul. Mais nous déplorons, soyez sûrs, je suis payé pour protéger la population. C'est vous qui me payez, c'est vous qui m'achetez l'uniforme, la tenue, l'arme et les munitions. Je dois vous protéger. Et quand quelqu'un parmi vous meurt, ça me fait tellement mal, autant mal que les parents de la personne qui est décédée. C'est-à-dire que je dois doubler d'efforts pour faire mon travail comme il se doit, conformément à mon serment de militaire. Ça fait tout autant mal que j'ai l'obligation morale et constitutionnelle d'aller trouver, localiser, identifier, localiser et neutraliser l'auteur ou les auteurs de ces actes-là. Ces groupes peuvent bien se spécialiser dans l'analyse des faits, mais pour montrer comment ils contribuent à persuader ces gens-là de ne plus tuer, plutôt que d'amener des statistiques macabres pour dire il y a autant de morts, mais il doit faire aussi également un effort pour dire il y a eu 2000 militaires ou 3000 militaires décédés du fait d'accomplir leur tâche pour protéger la population. Parce que c'est cela aussi la vérité. Donc ces différents groupes,
cherchent à faire entendre parler d'eux, mais dans le mal, dans la terreur, et en posant des actes de terreur, ils croient pouvoir exister ou pérenniser leur action. Et ça, nous allons arriver, quoi qu'il en coûte, nous allons arriver à neutraliser ce groupe, à mettre fin à la terrorisation. Et d'ailleurs, le rapport de GIEC que vous abordez dit spécifiquement que la plupart de morts sont du fait de groupes armés. Monsieur le commissaire supérieur principal, un complément sur cette question. Je ne serai pas long, Excellence. Je voudrais simplement dire que nos experts qui ont la main experte dans la comptabilité macabre, et devraient reconnaître que, comme l'avait dit le général, que cette comptabilité doit se faire également au sein de la population civile comme au sein de nos forces armées comme de la police. Ça, c'est la première chose. Et de deux, je voudrais vous expliquer que lorsque les bombes retentissent, je ne vois pas cette expertise qui sera sous les bombes en train d'aller comptabiliser les macabres et puis vous en faire une banque de données. Quels sont les mécanismes, les éléments de récolte des données qu'ils ont? Nous avons vu ça et avec étonnement des chiffres qui nous ont été avancés sur le net. Je ne voudrais pas ici discuter avec l'expert, mais entre parenthèses, je dirais que est-ce qu'il se rend compte que l'état de siège, c'est un acte de dernière force qui est pris dans le régime de défense du président de la République? S'il n'a plus d'autre solution, il le fait. Et pensez-vous que le président de la République, comme vous le voyez, des banqueurs là, peut-il le faire? S'il est arrivé à le faire, c'est parce qu'il a senti que les actes terroristes posés amenaient à déstabiliser l'intégrité territoriale et menacer le fonctionnement régulier des institutions. Et donc, vous conseillez à nos experts de penser aussi, n'est-ce pas, à faire la comptabilité macabre des militaires. Alors, cela va porter dans cet équilibre. Mais sinon, il nous appartient aussi de vous prendre comme notre parti, de nous faire le lobbying, de le voir pour dire qu'il y a une partie qui manque dans sa comptabilité macabre. Excellence. Voilà, prochaine question, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Ma question s'adresse au porte-parole de l'armée, mon général. Au tout début de votre introduction, vous nous parlez du Jordanien qui a été arrêté. Alors, si vous pouvez partager avec la presse quelques informations, si ce ne sont pas des informations secrètes, quand est-ce qu'il est arrivé sur le sol congolais, le Jordanien dont vous avez fait allusion? Tenez beaucoup voilà. Au geste barrière, mais vous pouvez retirer votre masque pour 2 secondes. Merci. J'espère que vous êtes vacciné. Non, pas encore. Je le ferai. On va organiser une séance de vaccination pour tout le monde ici, si vous êtes d'accord, évidemment. Merci, ça sera une très bonne idée. Moi et mon cabinet, nous sommes tous vaccinés. Et ce serait bien que nous ici, nous soyons tous vaccinés. On peut l'organiser. Allez-y, Madame Rachel. Voilà. Le général parlait du Jordanien qui a été arrêté, qui est venu former dans le cadre du terrorisme. Mais est-ce que vous pouvez partager avec la presse quelques informations, si ce ne sont pas des informations secrètes? Quand est-ce qu'il est arrivé sur le sol congolais? Est-ce qu'il était seul? Alors, tout à l'heure, la première question de Pamela Mounazo, c'était justement la sécurité au niveau des frontières. Est-ce que vous avez renforcé la sécurité au niveau des frontières pour que même les civils n'y accèdent pas facilement, comme on dit que dans certains endroits, les frontières de la RDC sont comme des passoires. Alors, parlons de l'état de siège. Je parle en connaissance de cause et avec des preuves parce qu'il y a une semaine, j'ai eu le privilège avec quelques amis de la presse de faire le Nord Kivu. Nous sommes arrivés jusqu'à Kibumba, à Mutwanga, voilà, à Rumangabo. En interrogeant les populations, on comprend que l'état des sièges a été ou est encore bénéfique parce que c'est quand même l'accalmie depuis que l'état des sièges a été décrété.
Moi-même, j'ai vécu puisque j'avais la Merci peur au de ventre. votre Mais témoignage. voilà, cherche je à quoi témoigne. sa partie de la réponse, Je à témoigne la partie puisque de la réponse. c'était une mission dans le parc de Virunga et on a profité pour faire quelques reportages d'à côté. Je peux témoigner, même si je n'ai pas mandat de l'armée de pouvoir faire, mais je le fais quand même. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que l'Ituri et le Nord Kivu restent en état de siège pendant un très long moment? Puisqu'on sait aujourd'hui que lever l'état de siège, peut-être après, il peut y avoir encore des rebondissements macabres. Est-ce qu'il y a une possibilité que finalement on en finisse une année ou 2 années durant, que ces 2 provinces soient sur état de siège pour en finir avec ces phénomènes des groupes armés qui pullulent l'Est de la RDC? Merci. Mon général. Madame, je commencerai par la dernière question. Et la réponse a déjà été donnée par le chef de l'État. Je crois que vous avez suivi le chef de l'État à la 76e session des Nations Unies à New York. Il avait bien dit l'état de siège subsistera tant que les circonstances qui l'ont engendré n'auront pas disparu. Pour nous les militaires, la planification des opérations se fait